Bonjour pour cette première de Génération Municipale 2026, une émission qui est coproduite à la fois par l'École supérieure de journalisme où nous nous trouvons et la nouvelle revue politique. Alors nous sommes à un mois maintenant presque jour pour jour du premier tour de l'élection municipale et nous sommes à cette occasion très heureux d'accueillir l'un des meilleurs spécialistes de la vie politique française, l'un des meilleurs spécialistes aussi du Parlement, un constitutionnaliste, Benjamin Bourrel. Bonjour. Alors on ne vous présente plus, mais enfin, vous êtes maître de conférence à Panthéon-Sorbonne. Vous avez écrit plusieurs ouvrages. Assas, pardonnez-moi. Je ne devrais pas faire ce genre d'erreur, moi-même qui suis universitaire, mais vous voyez. Plusieurs ouvrages, un ouvrage qui est un ouvrage de référence sur l'histoire du Parlement, le Parlement Temple de la République, paru en 2024, entre les deux tours très des importante, entre les deux tours des législatives. Et vous sortez très bientôt un nouvel ouvrage, Nos communes, un avenir civique à réinventer. Vous publiez ça avec l'Institut Terram aux éditions Terre à Terre. Alors, cette émission va se dérouler en deux temps. Un premier échange sur les grands enjeux nationaux. Et puis ensuite, nous aurons deux étudiants de l'École supérieure de journalisme qui viendront vous interroger, notamment plus particulièrement sur les enjeux de décentralisation et les enjeux locaux. Alors on va commencer peut-être par une première question. Une première question parce que ces élections quand même municipales, elles se déroulent à un an des élections présidentielles. Peut-on considérer qu'elles constitueront un laboratoire pour 2027 ? Alors, c'est toujours extrêmement compliqué d'arriver à corréler une élection locale et de l'autre côté des élections nationales postérieures, tout bêtement parce que les électorats ne sont pas nécessairement les mêmes. Et lors d'une élection locale, souvent vous avez une très forte participation différentielle. En gros, vont voter essentiellement des électeurs plutôt âgés, plutôt CSP+, bref, plutôt l'électorat du centre, qui vote d'ailleurs selon des habitudes classiques de vote, d'où le fait que les dernières élections municipales, la dernière fois, ont vu comme vainqueur d'abord LR, ensuite le PS. Je ne vais pas rappeler les scores de Valérie Pécresse et Anne Hidalgo aux présidentielles suivantes, mais vous voyez que ça n'a pas été nécessairement très prédictif. Néanmoins, il y a des signaux Des faibles. élections municipales avec un fort taux d'abstention, faut-il le rappeler. Exactement, fort taux d'abstention, et puis pas un fort taux d'abstention uniformément réparti, encore une fois. C'est d'abord les CSP+, les personnes âgées qui vont voter. Et donc, à partir de là, il ne va pas falloir lire ça comme quelque chose de prédictif. En revanche, il va y avoir des signaux faibles. Si le RN arrive à mobiliser sa base électorale, si le RN fait un bon score municipal, ça veut dire que des électeurs prêts à se mobiliser au municipal seront a priori là encore plus au présidentiel, élection plus favorable au Rassemblement national. De l'autre côté, il va y avoir la réalité de ces élections municipales, il va y avoir la façon dont on va les lire. Si par exemple, à Paris, la gauche perd. Et elle perd pourquoi ? Parce qu'elle est divisée. La France insoumise pourra dire, regardez, la division de la gauche, le fait de nous avoir mis de côté. On reviendra sur Paris, mais ce que vous êtes en train de nous dire, ce qui est important, ce seront les jeux d'alliance, notamment entre les deux tours des municipales. Pas seulement, c'est également la manière dont on va les lire par la suite. Si jamais vous avez des mairies qui tombent parce que la gauche est divisée, c'est la stratégie de la FI, et bien à ce moment-là, on dira, regardez, il doit y avoir une candidature dynamique à gauche, et cette candidature ne peut être qu'une candidature Jean-Luc Mélenchon. L'objectif, c'est donc de faire perdre des mairies pour les insoumis aux socialistes à dessein de lancer cette dynamique. Cette dynamique, ça marche eu égard à la configuration à Paris, à Marseille, à Montpellier, etc., à Toulouse, évidemment. Et donc, dans ce cadre-là, on a à la fois des signaux faibles qu'il faudra lire, et de l'autre côté, c'est quand même le début de la campagne présidentielle qui se joue lors de ces municipales. Si jamais le PS est en capilotade, si jamais LR est affaibli, ça ouvre la voie pour d'autres formations politiques. Si ces partis restent relativement forts, ça ne change rien à l'équilibre fondamental des forces. Néanmoins, ça permet ensuite d'avoir une dynamique et d'avoir une mise en récit qui va aller jusqu'en 2027. Oui, mais il y a un aspect qui est très important. Je voyais un sondage qui a été publié avant le Salon des maires où on demandait aux Français leurs attentes concernant les municipales. Et ce que l'on voit monter très haut dans l'agenda des préoccupations, ce sont les enjeux, notamment les enjeux, et ce sont des enjeux très souvent nationaux. On voit premier enjeu la sécurité, deuxième enjeu la fiscalité locale, ce qui est tout à fait compréhensible pour les contribuables que sont les administrés d'une commune, et troisième enjeu, qui est d'ailleurs lié au premier, c'est la question du narcotrafic. Donc on voit quand même que ce sont plutôt des
enjeux qui relèvent du régalien qui aujourd'hui pèsent sur le débat municipal. Oui, et c'est tout un paradoxe en réalité. C'est-à-dire qu'on a deux phénomènes qu'il faut bien analyser pour comprendre l'état de la vie politique au niveau local. D'abord, depuis le début de la République, on n'a jamais eu une aussi grande décorrélation de la vie politique nationale et locale. En gros, on l'a dit, les partis qui tiennent les collectivités, c'est LR et le PS, et les centristes, et les radicaux, et les communistes. Les partis qui sont forts au niveau national, c'est l'AFI, le RN et les macronistes. Et donc cette décorrélation fait que font les élus locaux? Eh bien, ils jouent essentiellement sur un logiciel local. Ils essayent de parler en disant « Nous, vous savez, moi je ne suis pas socialiste, je ne suis pas de droite, je ne suis pas de gauche, je suis votre maire. » On dénationalise le débat. Dénationalise. Le problème en dénationalisant, c'est qu'on obscurcit en grande partie. Parce que, par définition, le champ politique et surtout le champ médiatique local est de plus en plus faible. Il y a un taux de pénétration de la PQR qui est encore important, mais qui est de plus en plus réduit malgré tout. Et donc, ce faisant, plutôt que d'avoir des partis qui ont une ligne, le communisme municipal, c'est ça. Le socialisme municipal, c'est ça. Le gaullisme municipal, c'est ça. Ça, c'est la manière dont on pense notamment les campagnes municipales en partie dans les années 70. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ce qui fait que la lecture locale des enjeux est compliqué pour beaucoup de nos concitoyens. Et le risque, le boomerang qui peut revenir à beaucoup d'élus locaux, c'est que, in fine, si les enjeux sont nationalisés, les citoyens ne votent pas pour les élus et pour les programmes locaux, ils votent uniquement sur des étiquettes, sur des couleurs politiques nationales. Et là, en effet, ça peut fragiliser un certain nombre d'entre eux. C'est pour ça que les élus locaux avaient extrêmement peur, notamment, d'une dissolution avant les élections municipales, voire concomitantes aux élections municipales, parce que là, on aurait eu une surnationalisation des enjeux et beaucoup n'auraient pas été battus parce qu'ils étaient mauvais, mais battus simplement parce qu'ils étaient contre le sens du vent. Oui, mais peut-on imaginer, par exemple, que ces élections auront quelque part une fonction un peu prédictive? Vous savez, il y a des élections municipales qui ont joué un rôle assez important dans la reconstruction de l'échiquier politique en France. Je pense par exemple aux élections municipales de 1977. Je pense même aux élections municipales 6 ans plus tard, de 1983, qui avaient revu un retour plutôt de la droite, et notamment de la droite libérale dans un certain nombre de municipalités. Est-ce que ces élections qui interviennent encore une fois dans un moment un peu de décomposition du champ politique, à un an de la présidentielle, peuvent avoir aussi cette fonction qu'on a connue par le passé? Pas à ce point-là, pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, on parle de partis puissants, nationalement bien construits, qui ont la capacité d'imposer dans chaque commune des candidats, de les faire connaître. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Le RN a une stratégie d'implantation, c'est une stratégie d'implantation qui est intelligente, construite, mais pas suffisante pour espérer rafler beaucoup de communes. Il y a plus une stratégie de construction localement, d'union des droits, d'alliances qui permettrait à terme de développer un pastel politique local. L'AFI n'a pas de stratégie de renversement global de la balance des communes. D'abord parce que son électorat est très concentré dans certaines villes et l'objectif c'est plutôt de faire trébucher le PS. Donc ça ne veut pas dire une grande recomposition. Quant aux macronistes, ils sont inexistants localement. Horizon existe un peu, mais les macronistes en tant que tels n'ont jamais construit de structure locale. Ils ont plutôt tenté de débaucher des élus. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les grandes formations traditionnelles n'ont pas vraiment de concurrents au niveau local. Et l'absence de concurrents fait qu'au fond, si vous êtes un maire PS auquel un insoumis fait un croche-patte, ce n'est pas pour faire gagner l'insoumis, c'est pour faire gagner le LR. Si jamais vous êtes un LR qui n'est pas en capacité d'avoir un espace électoral suffisant parce que vous avez le RN qui vous casse les pieds, ça va faire gagner le socialiste. Et donc, on ne doit probablement pas attendre de grandes révolutions. Les décorrélations sont aujourd'hui trop importantes entre les deux champs. Oui, vous êtes en train de nous dire que globalement, ce que l'on voit apparaître depuis 2017, ces deux scènes politiques, scène locale, scène nationale, c'est un phénomène qui risque de perdurer à l'occasion de ces élections municipales. Alors venons-en maintenant au principal personnage de ces élections municipales, je pense au maire. Alors, on a vu là très récemment, il y a maintenant 48 heures, le dernier baromètre du Cevipof qui montre encore une fois une croissance de la méfiance des Français dans leurs dirigeants politiques et même dans leurs institutions. Mais il y a quand même une figure qui reste encore à l'abri de cette méfiance et de ce déficit croissant, c'est la figure du maire. Comment expliquez-vous que c'est la seule figure finalement d'élu aujourd'hui qui échappe à ce discrédit généralisé? C'est tout bêtement une proximité, c'est-à-dire que
La question de la décentralisation, c'est souvent un sujet qui est assez mal compris. Quand on pense la décentralisation, on pense une organisation locale, etc. Il faut revenir à ce qu'est le fondement de la décentralisation, c'est-à-dire c'est la Troisième République et puis avant le Second Empire. Le pari des républicains sous le Second Empire, c'est d'arriver à former des républicains par le bas. C'est la phrase de Barny qu'on répète souvent, la commune est la petite république dans la grande. En d'autres termes, il faut arriver à comprendre au niveau hyper local les fondements de la vie politique. J'ai une majorité qui s'est engagée sur un programme, augmenter ma taxe d'habitation et en face, rénover l'école. Et donc, je vote pour elle pour ce programme. À la fin, elle a un bilan. Si ce bilan me convient, je revote pour. Si ce bilan ne me convient pas, je sanctionne. Ce fondement-là, c'est le fondement du tactile, c'est-à-dire que le cadre communal, c'est un cadre où je vois l'école rénovée. Ouais. Je vois également, historiquement, c'est la visibilité. La visibilité, le côté perçu. Et donc les collectivités de plus haut niveau, départements, sans même parler des régions qui font la taille parfois d'un État européen, la Nouvelle-Aquitaine, c'est la taille de l'Autriche. Donc là, vous n'avez pas de perception, vous n'avez pas de sensible. En revanche, au niveau communal, oui, l'élu, vous le connaissez, vous le voyez. Vous connaissez, entre guillemets, également son bilan. Vous voyez le bilan et vous savez que la sanction peut exister parce que le bilan est perceptible. Ça crée une forme de confiance. Parce que, il y a justement une démocratie de l'interconnaissance qui est le niveau communal. Et ça, c'est évidemment très très précieux et on ne le retrouve pas dans les échelons supérieurs, qu'ils soient nationaux, européens ou décentralisés, ce qui fait qu'il y a toujours cette figure du maire. Oui, alors est-ce que, par exemple, aujourd'hui, j'allais dire la complexité quand même de l'organisation locale est quelque chose qui est, disons, bien perçu par les Français entre les différents étages d'intercommunalité, les communes, je pense notamment aux communes rurales où quand même les maires ont perdu beaucoup de leurs prérogatives au profit des communautés de communes et des intercommunalités. Comment ce phénomène-là de reconstruction par le bas, justement, des échelons républicains locaux est perçu par les Français? Il est peu compris. Et comme il est peu compris, il est relativement insensible dans l'attachement que les Français portent au maire, mais il pose un vrai sujet démocratique parce que lorsque vous votez pour un maire, vous avez l'impression de lui donner le pouvoir. Or, la plupart du temps, et ça c'est terrible pour la démocratie, le maire va être contraint de vous dire « je peux pas ». Je ne peux pas, parce que les déchets, en fait, c'est l'interco. Et arriver, qui plus est, à comprendre les fondements de l'interco, il faut avoir un master 2 de droit des collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez que votre commune est dans une intercommunalité, que vous compreniez le périmètre de l'intercommunalité, qui n'est pas toujours évident et qui est très vaste, que vous compreniez dans quel type d'intercommunalité vous êtes, au sein de cette intercommunalité, quelles compétences ont été données de manière obligatoire, de manière optionnelle à l'intercommunalité, pour comprendre à peu près pourquoi vous votez cette intercommunalité, votre maire est peut-être de droite, l'intercommunalité est dominée par la gauche. Et donc à partir de là, quel est le bilan? Est-ce que le bilan, c'est celui d'une intercommunalité de gauche ou d'un maire de droite? Et donc tout ça fait que, évidemment, ça crée de la confusion et ça crée une forme de rupture de sentiment que le politique peut agir sur le réel, même si pour l'instant ça ne touche pas la confiance dans la figure du maire, ça peut toucher la confiance démocratique. Alors faut-il aller, par exemple, à l'élection au suffrage universel direct des conseillers et des présidents des intercommunalités? Alors, on le fait déjà en grande partie, étant donné que vous savez que vous avez un fléchage. Quand vous allez voter Oui. pour les prochaines élections municipales, enfin, sauf à Paris, Lyon, Marseille, mais vous allez flécher des individus qui vont siéger au conseil intercommunal. Et ensuite, vous n'élisez pas directement le président de l'intercommunalité, mais vous n'élisez pas non plus directement le maire. Vous élisez le conseil municipal qui élit le maire. Donc, on a réussi à trouver une forme de modus vivendi. Si on devait aller plus loin, ça poserait un problème de cadre, parce qu'en fait, si on transforme l'intercommunalité en collectivité territoriale, il y a en France, en droit des collectivités territoriales, un principe de non-tutelle. En d'autres termes, une collectivité ne peut pas diriger, avoir la tutelle sur une autre. Ça ne marche au niveau communal et intercommunal qu'à condition qu'on considère que l'intercommunalité n'est pas une collectivité, mais l'émanation volontaire des communes qui en sont membres. Quand vous avez une petite commune rurale qui, à part l'état civil et le funéraire, n'a plus vraiment de compétences, on peut difficilement maintenir cette fiction. Et là, on se retrouve face à quelque chose, un sac de nœuds, un nœud gordien dont on a difficilement la solution. On a besoin de l'intercommunalité. On a besoin d'échelles plus grandes, parce que sinon, une commune qui a quelques centaines d'habitants ou même quelques milliers ne pourra pas avoir les capacités d'action, surtout que l'État s'est retiré des territoires en capacité d'ingénierie et d'action, de mener les politiques publiques qui sont nécessaires à la vie de ses concitoyens. De l'autre côté, pour les raisons qu'on donnait, qui sont des raisons démocratiques, si vous
supprimez les communes et que vous les fusionnez, comme ont fait les Danois par exemple, passant de 1000 à 100, si vous les fusionnez et que vous avez des communes qui s'étendent sur 40 communes actuelles, le lien direct à l'élu, le lien direct à la politique publique, il n'existe plus. Et donc vous fragilisez un peu ce qui est un maillage démocratique essentiel et qui fait la popularité du maire. Donc l'intercommunalité est nécessaire, mais l'intercommunalité est également un problème et complexifie et donne le sentiment que le maire ne peut plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est toujours arrêté au milieu du gué. On développe l'intercommunalité, on ne supprime pas les communes, on redonne du large aux communes dans les dernières lois, mais on ne veut pas non plus détricoter les intercos, parce qu'en fait, on n'arrive pas à sortir de ce dilemme qui est objectivement pas simple. Alors, 2 dernières questions avant de passer aux questions et aux interrogations de nos étudiants. Vous avez commencé à en esquisser les contours. Les communes rurales, en France aujourd'hui il y a 35 000 communes, on est le record en Europe. Est-ce que les communes rurales sont à l'abri de la crise de la représentation que l'on connaît, et y a-t-il vraiment une crise des vocations des maires et des élus dans ces communes-là? Alors il y a une crise des vocations, oui, parce que tout bêtement c'est très chronophage, avec 2 questions qui sont à quoi bon? Et est-ce vraiment aujourd'hui une capacité d'agir réellement sur la vie des concitoyens? En réalité, là on a fait un portrait extrêmement noir en disant ils ne peuvent rien. Il y a malgré tout des leviers d'action, y compris dans les petites communes rurales. Être maire, être membre d'un conseil municipal, ça vous permet d'agir. Néanmoins, vous avez une perception de cette action qui n'est pas forcément bien conçue et bien vue par les potentielles personnes qui pourraient postuler, qui pourraient se présenter sur les listes et sur leur entourage. Vous m'avez fait l'amitié de citer le livre qui va sortir tout à l'heure. Ce qui est intéressant, l'un des points intéressants dans l'étude qu'on a faite, qui est un sondage sur 10 000 personnes, c'est que le poids de l'entourage et la mauvaise perception de l'entourage, de l'engagement, est important. En gros, si je m'engage sur une liste, ou pire, pour devenir maire, ma femme va me dire, mais en fait, ok, très bien, tu vas faire le beau au conseil municipal, mais en attendant, c'est des tâches qui me retombent dessus. Que vont me dire mes collègues de travail? Ils vont me dire, très bien, tu dégages des heures pour être maire ou pour aller au conseil municipal, tu vas faire le beau, c'est bien, mais derrière, le travail, en fait, il ne disparaît pas. Il se reporte sur nous. Et donc la perception nationale de l'engagement municipal est en fait assez mauvaise, ce qui fait que, il y a beaucoup de réticences pour des gens qui voudraient vraiment s'engager, et l'envie d'engagement, elle demeure là. C'est aussi l'une des conclusions de l'enquête. Malgré tout, elle est réfrénée. Merci Benjamin. Alors on va tout de suite passer, avant de faire rentrer nos étudiants Claire et Louis qui vont venir vous interviewer, un petit micro-trottoir qui a été réalisé dans les rues de Paris par les étudiants de l'École supérieure de journalisme sur les attentes des Parisiens à quelques semaines du premier tour des élections municipales. À 1 mois des élections municipales, la sécurité occupe une place importante dans le débat public à Paris comme ailleurs. Selon un sondage Elab pour BFM TV, 45% des Français estiment qu'elle doit être la priorité numéro 1. Sur le terrain, le sujet revient régulièrement dans les conversations du quotidien et parmi les thèmes évoqués dans la campagne. Les candidats à la mairie de Paris seront donc particulièrement attendus sur ce sujet. Nous sommes allés interroger des Parisiens pour connaître leur ressenti. Quand on sort de la station Barbès, ça peut être pas facile pour une femme en vrai. Moi, je reçois beaucoup de petits chuchotements dans les oreilles, de rapprochements. Non, pas vraiment. J'ai pas eu ce sentiment-là à Paris depuis que j'y vis. Donc non, c'est pas vraiment ma priorité sur ça. Parce que de toute façon, on est complètement en insécurité dans nos villes maintenant. On n'est pas à la merci d'avoir quelqu'un qui vient provoquer un incident. En tant qu'homme, je me suis jamais senti en insécurité dans ce quartier. Pour avoir vu toutes les facettes de ce quartier, la nuit, le jour, l'après-midi, le matin, peu importe, je me suis jamais senti en insécurité. Mais encore une fois, c'est peut-être parce que je suis un mec, t'as vu, je suis grand, machin, donc... Mais ils m'ont jusqu'à suivi parfois à la porte de mon travail, donc c'est vraiment à côté, donc ça va. C'est vrai que quand tu sors du métro et que tu vois plein de gens comme ça, des gens qui te regardent, qui te parlent, qui te font des remarques et tout, à la longue, ça peut être hyper chiant et c'est normal de descendre une station avant, une station après pour éviter ça. C'est complètement logique. Non, il y a des gens qui provoquent en réalité aussi l'insécurité, si vous voulez, qui sont provocateurs et tout. Moi, j'ai jamais eu de problème en réalité, si vous voulez. Je le cache pas, quoi. Non, peut-être que ça va influencer le choix de certaines personnes, oui, tout à fait. Mais je me suis pas uniquement basé là-dessus pour faire mon choix politique, tu vois. Non.
Non, je pense qu'il y a d'autres choses peuvent rentrer en ligne de compte. Comme quoi? Pouvoir d'achat. Moi, je t'avoue, ce qui me touche le plus, effectivement, c'est le logement et le pouvoir d'achat. Mais je t'avoue que la sécurité, ça arrive un peu dans les derniers. C'est important quand même, encore une fois, mais ça arrive un petit peu dans les derniers, me concernant en tout cas. J'ai pas ce sentiment que ça soit un sujet qu'il fallait mettre en premier en avant. Voilà. Ensuite, je comprends que ça soit dans certains quartiers de Paris, ça soit plus compliqué, mais moi, non, c'est pas ma priorité. Voilà pour ce petit micro-reportage. Claire, bonjour. Bonjour. Louis, bonjour. Je crois que Claire, vous avez une première question sur les enjeux municipaux à Paris. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Benedetti. Donc, la question de la sécurité revient évidemment beaucoup, comme on l'a vu dans les réponses partagées. Mais est-ce que, selon vous, la sécurité serait le thème structurant des municipales en 2026 ? Parce qu'à Paris, la sécurité dépend à la fois de la ville et de l'État, notamment via la préfecture de police. Et est-ce que cela limite la capacité d'un maire à en faire un enjeu central de campagne, selon vous ? Alors bonjour, c'est pas tout à fait évident, c'est-à-dire que pour l'instant, on est dans une période de relatif faux plat où au fond, il n'y a aucune thématique de campagne structurante qui, à Paris comme ailleurs, semble s'être imposée de façon évidente. Donc vous avez plusieurs électorats en fait pour les municipales. Vous avez un électorat qui est un électorat qui de toute façon est polarisé. Il sait qui va voter, insoumis, socialiste, LR, RN, etc. Bon, celui-là, voilà. Vous ne le ferez pas bouger sur une thématique. Vous avez un autre électorat qui est très intéressé par les sujets locaux, qui en règle générale est plutôt un lecteur de la presse quotidienne régionale, va s'intéresser à ce qui se passe dans l'élection et qui là peut se déterminer sur des grands enjeux qui vont être des enjeux portés au niveau local. Pour l'instant, l'enjeu sécurité n'est pas vraiment un enjeu qui a été perçu, structuré par un camp politique ou un autre comme étant l'enjeu sur lequel les Parisiens allaient devoir se prononcer. Dernier point, vous avez un électorat qui lui est un électorat qui vote plutôt pour des enjeux nationaux et qui peut se mobiliser ou ne pas se mobiliser. Cet électorat-là, on ne sait pas encore s'il va être là et on ne sait pas s'il y a une thématique de campagne qui va pouvoir le tirer de sa torpeur. Pour l'instant, la dernière fois, on a eu la thématique écologique qui a été vraiment structurante au niveau national, qui a en partie seulement expliqué le bon score des écologistes. Là, pour l'instant, l'enjeu sécurité n'a pas été l'enjeu forcément le plus performant. Louis. Tout à fait. Moi, j'aimerais revenir du coup sur ce que vous aviez dit sur les implantations locales par rapport au national. On a donc les Républicains et le Parti Socialiste qui sont vraiment historiquement très implantés dans les grandes villes, dans les villes moyennes. Je prends l'exemple de Paris, je prends l'exemple de Marseille avec Benoît Payan, je prends l'exemple de Nice avec Christian Estrosi, de Nantes, de Montpellier, enfin bref, beaucoup de villes dans le top 10 qui sont dirigées par du PS ou des LR. Notamment donc à la différence de la présidentielle où vous avez fait pas forcément des très bons scores, notamment la dernière où le PS avec Anne Hidalgo et LR avec Pécresse n'avait pas fait des très bons scores. Quel constat vous pouvez dresser par rapport à ça et quelles échéances pour 2026 là vous pouvez prétendre savoir? À propos du PS et de LR ? Oui, tout à fait. Pour les vieux partis d'élus, les grands partis d'élus, l'objectif c'est de garder les fiefs, c'est de maintenir ces fiefs. Et ces fiefs, si jamais ils parviennent à les maintenir, ça signifie deux choses. Pour eux, ça signifie que même si 2027 se passe pas bien, même si les élections législatives qu'il y aura probablement derrière sont une bérésina, ces partis tiennent, survivent, parce qu'ils ont un corps d'élus. C'est le PS et LR, ça reste encore les deux plus grands partis d'élus en France. Et derrière ces élus, il y a à la fois une clientèle locale, il y a des moyens, il y a une façon également d'avoir un coussin de sécurité pour un personnel politique national qui revient dans les collectivités et puis ensuite peut se reprojeter au niveau national. Donc ça permet de tenir sur la longueur. Le risque pour ces partis, c'est également une forme de féodalisation. En d'autres termes, si votre tête de parti est trop faible et que les élus locaux sont trop forts, les élus locaux vont d'abord avoir des intérêts divergents. Et être socialiste à Marseille, être socialiste à Lille, à Paris, dans une petite commune, etc., c'est pas la même chose. Être LR dans le sud, être LR dans l'est, c'est pas non plus la même chose. Et donc à partir de là, ça vous empêche d'avoir un grand logiciel national qui vous permet de revenir en force au niveau ensuite des grandes élections et des grandes échéances nationales, tout bêtement parce que vos élus ont des intérêts contradictoires. Et si vous faites prévaloir une ligne, vous allez avoir des barons qui vont vous dire là-dessus, tais-toi ou tu es en train de tuer le parti. Par ailleurs, jusqu'à présent en France, celui qui gagne les élections locales celui qui gagne les élections nationales a tendance à perdre les élections locales pour des raisons de vote sanction. Et donc vous avez des élus qui plus est, n'ont pas nécessairement intérêt à jouer la victoire et le retour au niveau national. Donc pour ces partis,
Les élus locaux sont à la fois une grande chance, mais également un danger, parce que le sort qui peut les attendre, c'est de devenir ce qui est aujourd'hui, par exemple, le Parti radical, grand parti hégémonique de la fin de la Troisième République, mais qui est devenu aujourd'hui beaucoup plus un conglomérat et un syndicat d'élus locaux sans grandes ambitions au niveau national. Mais donc jusqu'à expliquer des résultats aussi bas nationalement pour des grandes élections comme les présidentielles? Les partis en question sont ce qu'on appelait naguère des partis attrape-tout. En d'autres termes, ces partis avaient plusieurs segments électoraux auxquels ils donnaient des gages, les jeunes, les personnes âgées, etc. Et ensuite, ils avaient un argument massue qui était de dire, voilà, on est à 10-15% dans les sondages, si vous voulez que la gauche arrive au pouvoir, il faut voter socialiste. Si vous voulez que la droite arrive au pouvoir, il faut voter LR. Et donc à partir de là, il y avait ensuite un effet de vote utile. Le problème de ces partis, qui est structurel et structurant au-delà des élus locaux, c'est que d'autres, aujourd'hui, jouent ce rôle. Au centre, vous avez eu pendant 10 ans Emmanuel Macron, qui tenait du même logiciel. Le RN fonctionne en partie comme ça. L'AFI, Jean-Luc Mélenchon, fonctionne en partie comme ça. L'utilité d'un vote socialiste ou LR au niveau national, quand vous avez des partis qui sont trop faibles, ne se justifie plus, d'autant que la ligne idéologique de ces partis est moins identifiable parce qu'ils se sont construits justement sur l'ambiguïté. C'est ça le problème. Mais le problème, c'est qu'au niveau local, vous êtes encore dans une configuration attrape-tout, parce que c'est ce qui permet encore à ces partis de gagner. Et donc sortir d'une configuration attrape-tout au niveau national tout en la maintenant au niveau local, c'est évidemment très compliqué. Donc ça pose un problème qui est un problème de rigidité structurelle qui rend compliqué de redevenir une force hégémonique au niveau national. Oui, vous nous dites en d'autres termes que les partis qui vont faire le plus campagne sur leur étiquette sont les partis qui, d'une certaine manière, sont les moins implantés localement. Je pense au RN ou à LFI. On va passer maintenant à une autre question de Claire. Oui, alors on sait que les élus municipaux constituent une partie importante des grands électeurs au sénatorial. Est-ce que certaines stratégies locales peuvent aussi s'inscrire dans une logique nationale, notamment en vue des prochaines élections sénatoriales? Alors le Sénat, ça bouge, mais ça bouge de manière très incrémentale. C'est-à-dire que l'enjeu des sénatoriales, par exemple, c'est pas est-ce que le RN aura une majorité au sénatorial, c'est est-ce que le RN aura un groupe. Un groupe au Sénat, c'est 10 sénateurs. Donc comprenez bien que ce n'est pas un raz-de-marée. De même, l'enjeu, c'est pas est-ce que LFI aura un groupe, mais est-ce que LFI aura des sénateurs? 1, 2, pas plus. Donc, il n'y aura pas de bouleversement sénatorial. Mais c'est normal, c'est-à-dire que l'architecture de l'élection sénatoriale a été pensée comme telle. Il faut que vous gagniez des élections locales, ensuite il faut que ces élections locales produisent leurs effets dans le contexte d'un rééquilibrage des rapports de force au niveau départemental, et derrière, qu'ensuite les sénatoriales leur donnent droit, sachant que qui plus est, vous avez un renouvellement par moitié du Sénat. Entre le moment où les gaullistes prennent le pouvoir et où ils arrivent à avoir le groupe le plus important au Sénat, il y a 20 ans. Avant qu'ils aient une majorité absolue, il y a 40 ans. Donc vous voyez que l'objectif du Sénat et de sa composition est en fait de gommer tout ce qui est conjoncturel, ce qui fait qu'il n'y aura probablement jamais vraiment de macronisme au Sénat, structurellement implanté. Et que ce n'est que si vous vous inscrivez durablement dans la vie politique que vous finissez par avoir une représentation. Il y aura quand même des choses qui seront intéressantes à analyser. Si on a beaucoup de votes RN dans chaque département, et déjà la dernière fois on a eu une montée du vote RN, ça signifie quelque chose de la recomposition à l'échelle locale. Et ça signifie quelque chose demain des rapports entre le Sénat et par exemple un président ou une présidente RN. Parce que si vous avez des élus LR qui dans leur corps électoral ont 15%, 20%, 40% d'électeurs RN, ça change la donne. Ça veut dire que le sénateur, tout d'un coup, de droite, il ne peut plus s'opposer frontalement à un gouvernement RN, parce que sinon, ça veut dire qu'il craindra la sanction électorale. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut avoir un Sénat plus amène, moins directement et farouchement opposé au Rassemblement national. Si au contraire, il y a très peu de conseillers municipaux et de grands électeurs RN, à ce moment-là, le Sénat va se dire, et les sénateurs de droite vont se dire, aller dans le sens d'un gouvernement RN est fondamentalement dangereux pour moi parce que mes électeurs ne sont pas d'accord. Donc je vais être dans une opposition franche. Donc ça va reconfigurer les rapports de force, mais de manière à la fois incrémentale et en grande partie souterrain. Mais est-ce que c'est pas compliqué justement de mesurer au niveau municipal dans les petites communes les listes RN parce qu'elles ne sont pas officiellement partisanes?
C'est un peu compliqué pour... Ce sont des Ouais. listes apolitiques dans les petites communes. Hein. Ce sont Des listes d'intérêt communal, comme on C'est disait. ça. C'est des listes d'intérêt communal. Et alors, dans les petites communes, souvent, il n'y a quand même que le maire qui vote. Donc, à partir de là, c'est surtout la tête d'affiche. Mais la stratégie du RN, c'est de dire, bah voilà, moi, j'envoie des gens dans les listes, dans les petites communes, les communes moyennes, etc. Et ces gens-là se mettent derrière une figure qui va être une figure tête de proue. Cette figure tête de proue, ayant des gens du RN dans sa majorité, peut-être conduit éventuellement à se rapprocher du Rassemblement national, puis surtout dans 6 ans, dans 12 ans, qui prendra la place du maire? Potentiellement les gens du RN qui sont venus sur la liste. Et donc c'est là que vous voyez que c'est incrémental. Les communes tomberont au Rassemblement national, mais pas tout de suite, à la prochaine élection. Et donc ils voteront RN, pas aux prochaines sénatoriales, mais dans 2-3 sénatoriales. Et donc l'évolution se fait comme elle s'est fait avec les gaullistes, comme elle s'est fait avec d'autres formations politiques, mais avec un temps de retard. La géologie électorale avance lentement, dirons-nous. Exactement. Louis. Vous parliez de l'implantation du RN en France, j'aimerais faire le focus sur Paris et sur la candidature de Thierry Mariani. J'aimerais que vous expliquiez pourquoi, sociologiquement et même historiquement parlant, le RN n'a jamais fait de grand score à Paris, et même sur sa stratégie de campagne qui on qualifie d'un peu absent. Il est crédité aujourd'hui de 3% des voix. Comment vous pouvez l'expliquer ? Il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs structuraux et des facteurs conjoncturaux. D'un point de vue structurel, Paris n'est pas une bonne ville pour le Rassemblement national. D'abord parce qu'il y a une droite parisienne qui a campé un électorat plutôt droite dure de manière historique, mais qui n'est pas un électorat populaire, qui n'est pas l'électorat qu'on peut retrouver, que ce soit dans le RN du Sud, petits commerçants, etc., ou encore moins dans le RN du Nord, qui est un électorat plus populaire, plus ouvrier. Et donc dans ce cadre-là, ces électorats-là n'existent qu'assez peu à Paris. Et donc si vous n'avez pas d'électeurs, vous ne faites pas un bon score. De l'autre côté, vous avez un espace qui pourrait s'ouvrir, et là on passe à l'aspect plus conjoncturel, vous avez un espace qui pourrait s'ouvrir avec des CSP+, qui commencent à se dire qu'elles pourraient commencer à voter RN. Le problème, c'est que vous avez Sarah Knafou. Voilà. Et donc, vous avez un espace politique qui est campé par une formation politique qui apparaît comme étant beaucoup plus en adéquation avec un électorat de la droite, de l'extrême droite, vous l'appelez comme vous voulez, parisien, qui est un électorat en fait plus reconquête. Et là-dessus, ensuite, vous avez des phénomènes de campagne. Sarah Knafou, jusqu'à présent, fait une très bonne campagne. Elle a réussi à percer, elle a trouvé du code couleur jusqu'aux propositions de rénovation des quais de Seine, des idées qui marquent. Et elle est la seule pour l'instant à avoir trouvé des idées qui vraiment marquent, ont été entendues, etc. Que propose Thierry Mariani, que propose Rachida Dati, que propose Emmanuel Grégoire, que propose Sophia Chikirou, c'est pas évident. Sarah Knafou, on l'a identifié sur des propositions. Et donc ça, c'est ultra dynamique. De l'autre côté, la campagne de Thierry Mariani, elle n'existe qu'assez peu en réalité. Et donc à partir de là, vous avez un effet de rouleau compresseur qui traditionnellement dans une campagne fait qu'un camp assèche l'autre. Claire ? Eh bien écoutez, je repars cette fois-ci sur le pouvoir réel des maires, puisque c'est une grande question. Et donc au-delà des enjeux partisans, les maires ont-ils encore moyen d'agir concrètement sur le quotidien des habitants? C'est une grosse question. Alors c'est une très bonne question et c'est une question qui est très complexe. Et qui est très vaste. Oui. Qui est très vaste. Parce qu'en fait, il y a deux discours qui s'opposent et qui sont tous aussi caricaturaux l'un que l'autre. Le premier discours, c'est le maire est vraiment l'élu local qui peut agir sur le réel. Ça pourrait être souhaitable. C'est beaucoup moins vrai. C'est beaucoup moins vrai parce que les grands leviers d'action des communes ont été en partie rompus. Les leviers fiscaux, on parlait de la taxe d'habitation tout à l'heure, disparus. Avant ça, taxes professionnelles, disparues. Ce qu'on appelait les 4 vieilles, qui étaient les taxes qui permettaient vraiment aux maires d'avoir un levier fiscal. Et donc, c'était un lien avec ses concitoyens, puis un levier d'action. Parce que si j'augmente mon budget, je peux modifier des politiques publiques. Si je décide de baisser les taxes, à ce moment-là, c'est des choses auxquelles je renonce. C'est un choix démocratique. Tout ça a été en partie, pas complètement, à cette taxe foncière, etc., mais en partie rompu. De l'autre côté, vous avez le poids de l'interco, le poids des autres collectivités qui vont également avoir des compétences avec lesquelles il va falloir s'entendre si la région n'est pas d'accord, si le département, etc. Et donc le pouvoir des maires est en partie aujourd'hui réduit. Il l'est plus que dans les années 60-70. C'est le paradoxe. Les lois de décentralisation
qui ont été faites d'abord pour incarner le socialisme municipal. Gaston Defferre, ce qu'il fait, c'est essayer de mettre en musique ce dont les maires demandaient la réalisation pour assurer la concrétisation du socialisme municipal. Néanmoins, les lois de décentralisation aujourd'hui font que les communes ont probablement moins de marge de manœuvre là, maintenant, qu'elles n'en avaient dans les années 70. Donc là, il y a une contradiction un peu dans les termes. De l'autre côté, ça ne veut pas dire que les maires ne peuvent rien faire. Souvent, les associations d'élus, parce qu'elles veulent revendiquer, ça peut se comprendre, elles veulent demander des choses, elles veulent obtenir un certain nombre à la fois de crédits, puis potentiellement de marge de manœuvre, ont tendance à dire les maires, c'est terrible d'être maire, si vous êtes maire, ça va être la croix et la bannière, vous allez voir, vous allez mourir, parce que entre les normes, etc. Tout ça est en partie vrai, mais tout ça, malgré tout, est très largement monté en épingle dans un bras de fer avec l'État. Le risque en boomerang, c'est que, in fine, vous ayez une crise de l'engagement qui soit accrue. Et on en a un peu là. Alors, 2 dernières questions très courtes avec des réponses très courtes parce que le temps court justement. Je crois que vous aviez une question sur la décentralisation. Tout à fait, oui. c'est un sujet que vous avez beaucoup traité. J'ai lu plusieurs de vos articles dessus. On a Sébastien Lecornu, il y a 3 jours, qui a indiqué qu'il voulait relancer le débat sur la décentralisation, donc c'est-à-dire donner plus de pouvoir aux communes. Donc ça, il le fait à un mois des municipales. Est-ce que vous voyez comme une stratégie électorale pour les municipales, ou c'est une vraie volonté de relancer le débat? Parce que le débat, ça fait quand même plusieurs années qu'il existe. Enfin, je parle sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors, opportunisme ou dossier de fond? Les deux. C'est-à-dire que je pense qu'il est persuadé qu'en effet, il y a un problème d'articulation entre l'État et les collectivités, ce qui est vrai, et qu'à partir de là, il faut arriver à simplifier les choses pour arriver à conjurer le sentiment que les pouvoirs publics ne peuvent plus agir sur le réel, et ça, c'est un vrai sujet démocratique. De l'autre côté, c'est pas tant une façon de gagner les municipales. On l'a dit, quels sont les deux principaux partis d'élus en France, LR et le PS? Sur qui tient le gouvernement en cas de non-censure? Sur LR et le PS. Donc l'objectif de Sébastien Lecornu, notamment à la veille du budget, c'était de donner des gages aux élus locaux pour que les maires appellent Olivier Faure, appellent Bruno Retailleau en disant « là, on ne censure pas parce que sinon, on va avoir une dissolution dans les pattes ». Par ailleurs, il a l'air gentil Sébastien parce qu'il nous propose une loi de décentralisation, donc ce n'est pas le moment de lui tirer quelque chose. Donc dans ce cadre-là, il est vrai que la stratégie de conquête des élus locaux a été pour Sébastien Lecornu une conquête de stabilité. Ça ne veut pas dire que la loi émergera in fine, ni ce n'est pas non plus prédictif de son contenu. Il n'y a pas de majorité. Il n'y a aucun texte qui prend plus de poids et qui est le plus incontrôlable pour un gouvernement qu'une loi de décentralisation. Donc au vu de la configuration de l'Assemblée nationale, la loi peut rapidement devenir un truc Frankenstein qui n'aura pas nécessairement la faveur des élus locaux. On aura l'occasion certainement de reparler. Une dernière question pour Claire. Toute simple. Finalement, qui sera maire demain? Un gestionnaire local, un acteur politique national ou les deux? Ça dépend un peu des configurations. Je crois que là, on va plutôt dans une configuration gestionnaire local, parce qu'il y a cette décorrélation des champs politiques, et donc à partir de là, c'est ce qui correspond le mieux avec une participation qui sera sans doute de plus en plus faible. Néanmoins, à terme, le taux de pénétration, notamment de la presse quotidienne régionale, la difficulté à construire une information locale qui permettrait d'engager les citoyens sur des sujets qui sont des sujets locaux, risque d'amener assez rapidement, et c'est déjà le cas, à une prédominance des enjeux nationaux. C'est déjà le cas pour les régionales et départementales. Ce sera sans doute à terme le cas pour les municipales, et auquel cas, il vaudra mieux une figure connue, visible, pour arriver à capter l'électorat. C'est le pari que font déjà certains partis, Sébastien Delogu à Marseille, etc., à dessein, d'arriver à mobiliser des électeurs qui ne se mobiliseraient pas pour des enjeux locaux. Cher Benjamin Mourel, merci. Merci Nous aurons, à vous. je pense, l'occasion et le bonheur de vous réinviter pour débriefer les résultats de ces élections municipales après le second tour et peut-être entre les deux tours, parce que c'est là qu'il va se passer Avec beaucoup de choses. plaisir. En attendant, je souhaite remercier l'ensemble des étudiants de l'EAJ qui nous ont permis de préparer et de conduire cette émission. Ariane Lecoeur également, qui nous a beaucoup aidés. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine échéance pour à nouveau une émission autour des municipales 2026. Merci à vous.